Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, ça y est, on y est. Ça va faire exactement 1 an et 6 mois qu'on lutte, jour et nuit, 7 jours sur 20, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on tient à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant 1 an et demi. On tient à remercier toutes les familles qui nous ont contactés à l'échelle nationale. Car croyez-nous, on en a accompagné des familles. On a accompagné énormément de familles en faisant abstraction à l'origine, à la confession, à la nationalité. On est fiers d'avoir pu accompagner, donner un boost à beaucoup de familles qui avaient déjà la force, qui avaient déjà les capacités physiques et mentales afin de faire valoir leurs droits. Mais voilà, il leur manquait juste une personne qui leur donne de la force ou des personnes qui leur donnent de la force. Donc voilà. On tient à remercier toutes les personnes qui ont donné de la force à la page Facebook La Révolution est en marche et qui ont vraiment compris que la révolution, c'est la population et que la page Facebook était leur page. Donc on a pu communiquer sur plusieurs sujets. Donc là, cette vidéo, elle est très importante. Vous avez bien vu cette semaine-là, exactement à partir du 21 juin, on a accéléré en termes de mobilisation, en termes d'action, en termes de revendication. Quand on avait bien expliqué que c'était la dernière ligne droite pour un maximum de dignité, elle se termine demain. Elle se termine demain devant les Champs-Élysées, devant l'Élysée, 52 Faubourg Saint-Honoré. 52 Faubourg Saint-Honoré. Voilà, on vous attend nombreux et nombreuses. Ils nous ont interdit la mobilisation. Car avec plus de 100 mobilisations à notre actif en plus d'un an et demi, on a vu que même manifester en France, qui est quand même un droit constitutionnel, c'est très difficile. Désolé, je suis très fatigué cette semaine-là. Depuis le 21, c'est assez hard. Donc voilà. Donc c'est très difficile de manifester en France. Donc pour l'Élysée, ils nous avaient donné nos trucs qui n'avaient rien à voir. Et là, on a refusé. On a dit, c'est fini. Comme Rosa Parks. Rosa Parks, on lui a dit, au temps de la ségrégation aux États-Unis, on lui a dit, voilà, avec les Blancs qui ont le droit de s'asseoir ici. Elle a dit, moi je suis noire, et ben moi je vais m'asseoir ici aujourd'hui. Et ben elle a écrit l'histoire. Et ben nous c'est exactement la même chose. Nous demain on va pas se mobiliser aux Champs-Élysées, car à un moment donné on va pas ramener les gens dans la gueule du loup. Mais voilà, c'est que chaque personne qui regarde la page Facebook La Révolution est en marche, qui a une revendication personnelle à faire valoir ou à faire entendre auprès du président de la République ou de son administration, fait une petite lettre, main levée, vous mettez ça dans une petite lettre, et demain vous venez, juste pour déposer une lettre. Et imaginez demain, on est plus de 100 personnes à venir déposer une lettre. Ils vont péter les plombs. Ça veut dire parfois on peut se mobiliser intelligemment. Ça va durer même pas 10, 15 minutes, voire 20 minutes de votre temps. Vous allez 52 Faubourg Saint-Honoré. Je vais déposer une lettre à Macron. On fait tous la même chose. On va être 2 fois, 15 000 fois plus efficace que si on fait une mobilisation dans une rue qui n'a rien à voir avec l'Élysée. Quand le mouvement de la Révolution est en marche, ça a toujours été clair. Nous, on n'aime pas les manifestations, marcher pour marcher. Nous, on aime les mobilisations, qu'on se mobilise devant les personnes qui nous font du mal. Donc, là, c'est le bilan de 1 an et demi. Voilà, je voulais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Il y a 30 personnes. Donc, c'est une vidéo très importante. Donc, s'il vous plaît, ceux qui soutiennent depuis le début, ben, partagez. L'historique. Pourquoi on a fait le mouvement La Révolution est en marche? Beaucoup de personnes nous regardent. Beaucoup de personnes apprennent à nous connaître. Mais ça fait plus de 1 an et demi on est actif. Exactement depuis le 15 janvier 2017. Pourquoi? Car... je vais être cru, je vais être franc, je vais dire la vérité. Le projet La Révolution est en marche, on l'a réfléchi depuis plus de 3 ans avec Omar Ndiaye. Moi et Omar Ndiaye, on a réfléchi exactement depuis 2014 quand Ségurel a perdu. L'ancien maire de la ville d'Anissouba, le maire PS. Là, je vais dire la vérité. Donc, voilà. On a réfléchi. Comment créer un mouvement politique et tout, etc. Moi, à titre personnel, je me recherchais. Pourquoi? Moi, je suis le genre de personne issue de quartier, issue de cité, où il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, où nous, on n'a pas eu l'apport politique. C'est-à-dire, moi, Dama, je n'ai jamais vu un politique venir dans ma cité, au 3000, au KDF, essayer de nous parler. Ou essayer de nous donner un meilleur avenir. Ou essayer de nous expliquer c'est quoi les valeurs de la République. Pour nous, on a créé notre système parallèle. C'est-à-dire, on s'est débrouillé de nous-mêmes. On s'est démerdé de nous-mêmes pour pouvoir réussir, pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est une réalité. Car nos parents, ils n'avaient pas des gros moyens.
Nos parents ils ont tout fait pour nous éduquer dans les meilleures conditions possibles, avec ce qu'ils avaient comme bagage par rapport aux valeurs de la République et par rapport au fait qu'ils devaient souvenir aux besoins de beaucoup de personnes. Donc, lorsqu'on était dehors, lorsqu'on était à l'extérieur, vu qu'il n'y avait pas de République à l'extérieur, il faut dire clairement, eh ben, on était vraiment voué qu'à nous-mêmes. Donc, on a eu la chance d'avoir développé des capacités à pouvoir vraiment s'en sortir dans la rue. Et c'était vraiment la loi de la rue. C'était la loi de la rue. Mais on s'en est sorti comme on pouvait. Et on a grandi comme ça et tout, etc. Mais j'ai vu que il me manquait quelque chose. Car moi, à titre personnel, j'ai réussi. J'ai réussi dans le sens, c'est par rapport à ce qu'on dit dans la France, la réussite, c'est-à-dire se marier, avoir une maison, avoir un travail, voyager, avoir des enfants, blablabla. J'ai eu une vraie jeunesse. Je suis allé en boîte de nuit, tout ça. Il n'y a pas de problème. J'ai kiffé ma jeunesse comme jamais. Je laisse tomber. Mais il me manquait quelque chose. Là, je parle franco. Il me manquait quelque chose. J'étais français, d'origine malienne, de confession musulmane. Mais il me manquait quelque chose. Là, je vous dis franco ce que c'est le bilan de 1 an et demi. Il me manquait quelque chose. Et j'ai dit, ben, je vais faire mon voyage spirituel. Je suis parti faire mon voyage spirituel. Un voyage obligatoire dans ma confession. Je suis parti le faire. Quand je suis parti faire mon voyage spirituel, ça a changé ma vie. Je vous avoue, ça a changé ma vie. Car en France, le problème qu'on a, les Français d'origine étrangère de confession musulmane, ou les Français de confession musulmane tout court, c'est qu'on pense que confession musulmane égale arabe. On était dingue. Confession musulmane égale arabe. Alors confession musulmane égale beaucoup de choses. Et bien, quand je suis allé là-bas, ça m'a ouvert les yeux. J'ai vu des Australiens, des Américains, des Japonais, des Indonésiens. J'ai vu toutes les nationalités. On était plus de 5 millions de personnes. Et surtout là-bas, j'ai vu qu'ils valorisaient la femme. Comme jamais la femme a été valorisée en France. J'ai vu que la femme, c'était incroyable. Je voyais des... Je dis, oh, c'est incroyable. Et je voyais des personnes là-bas qui étaient humbles, qui me parlaient calmement, qui me disaient des vraies choses, qui me disaient des choses pour me faire avancer. Et bien, quand je suis revenu en France, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et lorsque je suis rentré en France, je suis retourné dans mon quartier, j'ai vu qu'au final, tout ce que j'avais appris lors de mon voyage spirituel, ça n'avait rien à voir avec ce que je voyais en France. Je me dis, il y a un problème. Il y a un réel problème. Donc, avec Koumar Indien, on a réfléchi. Et la vérité, j'étais chez moi, pavillon sur 3 étages, taxe foncière, taxe d'habitation, et je vois Éric Zemmour à la télé. Exactement sur iTélé avant. Et c'était la blonde, la Ferrari, je crois. Elle s'appelait Madame Ferrari. Et je le vois, il dit que un musulman n'est pas compatible avec la République française. Un musulman n'est pas compatible avec la République française. Eh ben, j'ai pété les plombs ce jour-là. Ça a été le déclic. Ça a été moi, à titre personnel, ça a été le déclic qui m'a dit, ah non, là, il y a un problème en France. Mais le pire, je suis allé sur Internet voir ce qui est raconté. J'ai vu qu'ils nous comparaient, nous, les Français de confession musulmane, car on reste comme une communauté, ils nous comparaient avec les Juifs de 45. Avec l'atrocité que les Juifs de 45, ils ont vécu. Que je condamne farouchement. Que je sais même pas comment des gens ils arrivent même à rigoler sur ce qui est arrivé aux personnes de confession juive. Et là, j'ai vraiment pété les plombs. Je me suis dit, moi, j'ai 3 filles. Si demain, mes filles, ils veulent les emporter le foulard car on a le droit de l'accoutrement en France, ils peuvent se faire violer, vu qu'on nous compare carrément aux juifs de 45. J'ai dit, ah non, je peux plus. Je peux plus. Et bien là, j'ai contacté Omar Ndjaye. J'ai dit, Omar, il faut qu'on s'organise politiquement. Il faut qu'on s'organise politiquement. Quand je dis nous, je parle pas des... Comme ils disent, l'islamo-politique, je sais pas où ils ont trouvé ça, non. Nous, Français, en France, nous, Français, qu'on s'organise politiquement. Car en France, c'est que les citoyens français qui peuvent prétendre à faire de la politique. Il faut avoir la carte d'identité française. Basta. J'ai dit, Omar Ndjaye, il faut qu'on s'organise politiquement. Car c'est logique. Vu qu'on vote pas, on n'a pas un poids politique pour eux. Vu qu'on vote pas, on vote pas. On bicrave. On se débrouille comme on peut. Juste pour subvenir à nos besoins. Mais eux, ils voyaient ça comme de la délinquance. On dirait on veut faire que ça, on veut pas s'en sortir. Alors que non, nous, en faisant ça, on essaie de s'en sortir. On essaie de s'en sortir. Je dis non, on peut plus vivre comme ça. Mon grand frère, il a fait ses bêtises. Moi, j'ai fait ses bêtises. Mon petit frère fait ses bêtises. Mon petit frère fait ses mêmes bêtises. On va jamais évoluer.
car on ne s'est jamais organisé politiquement. Donc on a été clair. Lorsqu'on a monté la Révolution est en marche, c'est un mouvement citoyen et politique, car pour but de élever toutes les personnes pointées du doigt par ce système capitaliste. Simple. On a monté la Révolution est en marche. Voilà l'historique. Voilà la vraie historique. Avant toute chose, c'était de réveiller les Français d'origine étrangère de confession musulmane. La vérité, je suis franc. Là, je le dis, car on a fait 1 an et demi. Demain, c'est le dernier jour. Et ensuite, on passe à une autre étape. Ensuite, c'était de faire comprendre à toute la France entière, les politiques, les médias, peu importe, qu'un Français de confession musulmane est compatible avec la République française. Et moi, à titre personnel, je l'ai prouvé pendant 1 an et demi au quotidien sur la page Facebook La Révolution est en marche. Ça, personne ne pourra me l'enlever. Personne ne pourra me l'enlever. Je l'ai fait quiconque les 39 personnes qui regardaient en direct, essayer de me l'enlever, me dire, ouais, c'est vrai, mais non, Adama, t'as pas été compatible à tel moment, à tel moment, à tel moment. C'est la République qui m'a manqué de respect. C'est la République qui m'a craché dessus sur moi et ma femme et mes enfants en me ramenant 30 policiers cagoulés armés chez moi pour des actions citoyennes. Simple. Voilà l'historique. La vraie historique de la Révolution est en marche. Et nous, on prône l'identité, les origines et les confessions, c'est dans le cœur. Garde-les chez toi. Garde-les chez toi. Que t'es un Français de confession musulmane, garde-le chez toi. T'as pas besoin de vouloir... Garde-le chez toi. Garde-le dans ton cœur. Et à un moment donné, il faut se représenter sur la voie publique en tant que Français, soit étranger, en situation régulière, voire irrégulière. Mais la France, la population française, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est tout le monde. Donc, voilà l'historique. Ensuite, les 7 sujets. En travaillant comme ça sur le terrain, car moi, à titre personnel, ma qualité première, je l'avoue, je suis un businessman redoutable. Vous me rappelez n'importe quelle affaire, vous me laissez le développer, vous verrez que je pourrai atteindre un objectif rentable, automatique. Tous ceux qui me connaissent, ils vont dire tous, Adama, tout ce qu'il a mis en place, ça a toujours marché. Car je suis comme ça. Dieu m'a donné cette capacité à pouvoir toujours atteindre mes objectifs, donc tant mieux. Donc, j'ai fait comme une étude de marché. Mais moi, le but du jeu, là, c'est la rentabilité, c'est le sourire des gens. C'est faire valoir les droits des gens. Donc, j'ai fait une étude de marché. J'ai dit, je vais sortir de le discours d'un mec de quartier qui va parler pour les gens de quartier. Moi, j'ai pas la prétention de parler pour les gens de banlieue. Jamais de la vie. Moi, je parle pour l'ensemble de la population française. Que tu sois en zone rurale, que tu sois en ville, que tu sois dans une commune. Que tu sois blanc, bleu, vert, jaune, rouge, vert, j'en ai strictement rien à cirer. Moi, pour moi, tu es un Français. Pour toutes les personnes, peu importe ta confession, je n'ai rien à cirer. Le but du jeu de la Révolution est en marche, c'était de changer les mentalités. Comment on peut créer une autre société où l'humain soit entouré de justice. Simple. L'humain, c'est ton origine, ta confession, tes idéologies, peu importe, tant que tu n'empiètes pas sur la liberté de l'autre, ça c'est l'humain. Et la justice, c'est la République française qui donne la justice. La marche à suivre pour tous, pour pas en empiète sur la liberté de l'autre. Basta. Donc de là, on a fait une étude de marché. On a décliné 7 sujets. Les bailleurs sociaux, la répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice, la politique dictatoriale, exemple les maires dans les villes, ils ont tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires, et valoriser les personnes en situation de handicap, quand même qui correspond à 9 millions de personnes en France, les étrangers en situation régulière, voire irrégulière, exemple, comment ça se fait que nos parents, mon père, ma mère, n'ont jamais eu le droit de vote en France. Mon ami, mon frère Ousmane Nguet, qui est arrivé en France, je crois, il avait même pas 6 mois ou 1 an. Il a fait toutes ses écoles en France, il est marié en France, des enfants en France, il parle français avec ses enfants en France, ce que vous voulez, mais il peut pas voter. C'est incroyable. Voilà. Et à côté, les personnes en situation irrégulière. Comment ça se fait qu'il y a une chasse aux sorcières? Une chasse aux sorcières. Une vraie chasse aux sorcières. C'est incroyable. Alors qu'ils représentent que 0,03% de la population en Europe. Les étrangers en situation irrégulière. Ils représentent rien. Bref, je ne vais pas trop m'étaler sur ça. Parce que souvent, ça monte. Ensuite, la santé. Exemple les Kotorlinki, exemple le sida, où il n'y a pas de réelle prévention. Et la dernière des choses, l'éducation. Car il y a une démagogie ou une stigmatisation qui est faite à l'échelle, on va dire, politique et médias. Ils disent comme quoi nos parents nous ont mal éduqués. Vous avez à la télé, ils sont mal éduqués, ils manquent d'éducation, Et ça fait bien comme ils disent. Hein. Ça fait même peur parfois, genre. Tu penses vraiment qu'on est mal éduqués? S'ils savaient, nos parents nous attendaient avec des balais quand on rentrait tard la nuit. Le truc, c'est quoi? C'est pas le problème.
c'est qu'on a eu l'éducation parentale pour preuve. On est soit de confession, soit d'origine, soit on parle en langue d'origine et tout, etc. On connaît nos coutumes et tout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'éducation populaire, alimentaire et politique que la République française nous l'a coupée dans nos, comme ils disent, dans nos banlieues. C'est-à-dire les Français d'origine étrangère. Elle est la réalité. Ils nous ont coupé l'éducation populaire, alimentaire et politique. Simple. Ça, c'est les 7 sujets. Ensuite, bilan, problème des institutions françaises oublient de servir la population. En gros, dans les bilans, ensuite on a fait un gros bilan, on a vu que les institutions françaises, toutes les institutions à la base sont payées par nos impôts. Donc ils sont à notre service. Et on a remarqué que dans toutes les institutions françaises, exemple, je vais prendre une institution au hasard, l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui s'occupe des curatelles et des tutelles, il y a plus de 1 million de personnes qui sont sous tutelle, et il y a que, je crois, 100 000 juges, ou 150 000 juges, qui s'occupent des 1 million de personnes. Donc c'est impossible de surveiller toutes les personnes sous curatelle et sous tutelle. Et on a des personnes, l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, on a des personnes mal intentionnées qui profitent de la faiblesse, exemple, des personnes âgées qui sont sous tutelle. Et ils se permettent de prendre leur argent, de placer en banque, de faire du bénéfice, et de s'enrichir sur l'argent de personnes vulnérables. Exemple. C'est incroyable. Exemple, l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, clairement, était devenue un vrai business. Car il y a un manque de contrôle. Ça parle en millions d'euros. Ces millions d'euros auraient été donnés aux familles qui sont juste dans des conditions précaires. Je pense qu'il y aurait eu juste moins d'enfants placés. Car un enfant placé en TGD, en très grande difficulté, coûte exactement à l'État 1090 € par jour. Vous vous rendez compte? 1090 € par jour, mais il y a un problème. Exemple, les bailleurs sociaux, qui ont les pleins pouvoirs dans nos banlieues, comme ils disent si bien, dans nos quartiers HLM, et qui correspondent exactement à 11 millions d'habitants. C'est incroyable. Elle est là, la réalité. Et l'institution policière, j'en parle même pas. Elle est totalement réformée. Donc, et toutes ces institutions, à la base, ont été créées afin qu'on puisse vivre en société et d'être au service de la population, car elles sont payées par nos impôts. Dans ces cas-là, s'ils ne sont plus à notre service, pourquoi on paye des impôts? Laissez-nous cet argent-là, on s'organise entre nous, la population. Mais si on paye des impôts à la base, c'est pour que lorsqu'on rentre dans une administration, mais la personne elle doit se plier à nous, parce qu'elle est payée par nos impôts à la base. Eh bien, nous, on a remarqué ça. On a remarqué qu'au final, toutes les institutions françaises, l'administration, fonctionnent, mais ne sont pas au service de la population. Ça, c'est une certitude. Car, on n'aurait pas été visité plus de 50 villes. On n'aurait pas été identifié par plus de 500 000 personnes. Et ça, c'est un vrai bilan que je vous fais. Ensuite, manque d'écoute et de communication. Franchement, là, Oumar India, il regarde en direct, je vois, il fait des likes depuis tout à l'heure. Oumar, il pourrait confirmer. C'est que le vrai problème en France, c'est même pas une histoire d'argent. Ils sont là, ils manquent d'argent, manque d'argent, manque d'argent. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'écoute, de bien entendre les gens et de communication. Franchement, c'est le seul vrai problème. Il n'y a pas de problème aussi, non. On met l'argent, des fois, il n'y a même pas besoin de parler d'argent. On s'écoute même plus. On s'entend même plus. Et on communique même plus. C'est incroyable. Ensuite, s'organiser politiquement pour faire respecter les valeurs démocratiques. Comme j'ai pu expliquer tout à l'heure. Tout le chemin mène à Rome. On a regardé tous nos problèmes. Et ils ramènent tous à la politique capitaliste. Tous. Tous les problèmes. Comme je dis aux gens, la confession la plus tueuse dans ce bas monde, c'est la politique capitaliste. Ceux qui tuent, ceux qui créent les guerres, ceux qui créent les divisions, ceux qui créent le racisme, ceux qui créent les guerres de religion, les guerres de ci, les guerres de ça, ceux qui créent la banlieue. À la base, le mot banlieue, faut pas oublier, il y a une ville, autour des villes, il y a des communes, et la banlieue, c'est toutes les communes qui sont rattachées à la ville. C'est ça la définition de la banlieue à la base. C'est eux qui l'ont rendu péjoratif avec le temps. Car ils n'ont jamais fait l'inclusion des Français d'origine étrangère ou des étrangers tout court, en situation régulière. Pour preuve, nos parents, ils votent pas. Simple. C'est incroyable. Donc, là, pour 2020, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'organiser politiquement. Qu'on va s'organiser politiquement comme jamais. Car, le mouvement de la Révolution, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, on a créé 3 pôles. Le pôle révolte populaire, ce que vous pouvez voir au quotidien sur les réseaux, sur la page Facebook La Révolution est en marche, où les familles nous contactent afin qu'on mène des combats. À côté de ça, on a créé une association qui s'appelle Force Citoyenne, qui est basée sur le civisme, l'assertion et la prévention. Pourquoi? Quelqu'un qui ne connaît pas ses droits et son devoir en devoir civique, il ne peut pas être inséré dans la société.
Une personne qui n'est pas prévenue des dangerosités, exemple la chicha, qui est la pire drogue dure qu'on a connue dans nos quartiers, qu'on a connue dans nos villes, qu'on a connue dans nos communes, qu'on a connue dans nos zones rurales. La chicha, qui s'est tellement démocratisée, qui est le plus néfaste. Et vous verrez, dans 10 ans, ils vont tous mourir un par un. Nos petits frères et nos petites sœurs. C'est une réalité. Là, je suis un peu ému, car mon petit beau-frère fume la chicha au quotidien. J'ai essayé de lui parler. Mais qu'est-ce que je vous dise? Bref. Et on a créé à côté aussi le civisme et l'insertion. Exemple, moi, Adama Traoré, qui a été un délinquant notoire pendant longtemps, j'étais pas inséré dans la société française. Peut-être j'étais bien, mais j'étais pas inséré. Pour preuve, je m'en foutais de tout ça. J'ai jamais fait de politique, jamais été fait d'association, j'en avais pas besoin, la vérité. J'étais là, dans mon monde, avec mes potes, on était très bien, on avait une vie peinard. Mais j'étais pas inséré. Simple. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association. Et à côté de ça, on a créé un parti politique qui se nomme l'ADR, la démocratie représentative. Le pouvoir par le peuple représenté de l'ensemble de la population française. L'ADR, la démocratie représentative. L'ensemble, le pouvoir par le peuple représenté de l'ensemble de la population française. Et ça, c'est le parti politique qui a pour vocation de monter 30 listes minimum au municipal 2020. On n'est pas là pour avoir le pouvoir. La vérité, qu'on gagne des villes, qu'on gagne pas des villes, la vérité, on n'en a rien à cirer. Le plus important, c'est déjà d'être présent, de se sentir exister et de leur faire comprendre qu'ils doivent composer avec nous maintenant. Simple. Imaginez-vous qu'on arrive à monter ne serait-ce 50 listes, une 50 listes, 50 personnes par 50 listes, tu fais 50 fois 50, faites le calcul, tu rajoutes 2 zéros, plus 5, 25, tac tac, ça fait 2, bref. Faites le calcul. Mathématiques, je suis pas trop fort. Mais voilà, ça fait montrer que toutes ces personnes-là vont adhérer au même projet politique. Ça s'est jamais fait en France. En France, je défie quiconque de dire que une personne a monté un parti politique, du moins un mouvement a monté un parti politique, et ce parti politique a monté 30 listes à l'échelle nationale avec la même idéologie. Ça n'a jamais existé. Jamais. Retourne. Cherchez. Et ben, on est en train de le faire devant vos yeux, depuis plus d'1 an et demi. Simple. Donc, fort de tout ce que je viens de vous raconter, on a 3 grandes valeurs. Et n'oubliez pas, hein, les 29 personnes qui ont regardé en direct, on a 3 grandes valeurs. La première des valeurs, c'est de savoir vivre ensemble et le faire ensemble. Pour nous, c'est primordial. Vivre avec les personnes avec qui on a les mêmes affinités et faire avec les personnes avec qui on n'a pas les mêmes affinités. Lorsqu'on a un projet politique, on parle à tout le monde. Même aux personnes qui se sentent supérieures à d'autres personnes, qu'on surnomme les racistes. Ça veut dire que lorsqu'on fait un projet politique, peu importe comment tu es, eh ben, on doit penser à toi. C'est comme ça. Le vivre ensemble et le faire ensemble. Ensuite, il y a gommer les inégalités sociales. Car en France, c'est ça le gros problème. C'est les inégalités sociales. La troisième chose, c'est le réveil social. Que tout le monde comprenne qu'il peut agir autour de son environnement. Simple. Que tout le monde sache que dans le fond de son cœur, au plus profond de son cœur, au plus profond de son être, il peut agir autour de son environnement. Très important. Donc, fort de tout ça, demain, nous allons déposer, moi, tu perçois, je vais poser une lettre. Alexandra qui va venir avec moi va déposer une lettre. Désolé, problème technique. Alexandra va déposer une lettre. Voilà, toutes les 30 personnes qui ont regardé en direct, ceux qui ont regardé la vidéo de ce matin en direct, voilà, ceux qui ont n'importe quelle revendication que tu as dans ton cœur, et bien demain, viens à partir de 14h, 14h30, déposer ta lettre et rentrer chez toi. Ouais, dis-toi demain, c'est l'opportunité de faire montrer que le mouvement La Révolution est en marche. C'est pas un mouvement qui marche que sur les réseaux sociaux. Simple. Merci mon pote, 2500. Je savais que c'était 2500, mais j'avais peur de le dire. Donc voilà. Et demander un rendez-vous aussi avec Monsieur Macron. Pourquoi on a la prétention particulière de demander un rendez-vous avec le président de la République, Monsieur Macron? Car le mouvement La Révolution est en marche. On vit une répression institutionnelle comme jamais, je pense qu'un mouvement en a connu. On a le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a porté plainte contre nous. Moi, Adama Traoré, je passe en jugement exactement le 5 septembre par rapport à ça, pour, je crois, être entendu. Et ensuite, je suis jugé le 24 octobre, par rapport au ministre de l'Intérieur. Ensuite, on a le syndicat majoritaire en France, Alliance Police Nationale. Frédéric Lagache et Monsieur Delage, le secrétaire général adjoint en personne, ont porté plainte contre moi. Pour des mots sortis de leur contexte. Je passe en jugement le 2 juillet, donc la semaine prochaine. Ensuite, il y a le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui a porté plainte contre moi
qui a osé dire que je voulais le séquestrer, je voulais brûler la mairie, bref, il est rentré dans une fabulation. Et je passe en jugement le 13 septembre 2018. Là, le 13 septembre. Sans compter d'autres plaintes qui arrivent. Donc vous avez bien compris que ça se trouve financièrement parlant, je serai à la gorge. Pourquoi? Car, là je vais parler maintenant à titre personnel, la vérité, courir 1 an et demi dans les 4 coins de la France afin d'accompagner des personnes qui vivent dans des situations juste incroyables, franchement, c'est fatigant. C'est fatigant psychologiquement. Car tous les sujets qu'on traite, le mouvement de la révolution islamique, c'est des vrais sujets. Il y a des personnes décédées, des personnes meurtries, des personnes tuées psychologiquement, des personnes manquées de respect par des institutions, des personnes qui se sentent dévalorisées, qu'il faut reconstruire, qu'il faut essayer de donner de la force. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est pour ça que je serai dans l'obligation, à partir du 2 juillet, de vraiment calmer. Vraiment calmer. C'est-à-dire, même exemple, on avait une lutte avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois par rapport au Galion, où ils ont essayé aujourd'hui de nous opposer à une association qui a fait un film, soi-disant pour glorifier le Galion, et lorsqu'il va le détruire, on a fait une vidéo et tout, etc. Je leur en veux même pas, car ils ont été instrumentalisés par la municipalité, par une association qui se nomme aussi l'AXA, une association honteuse. L'AXA, je vous dis clairement, c'est une association qui est utilisée par la mairie d'Aulnay-sous-Bois afin d'instrumentaliser la population. La première chose qu'on va faire, lorsqu'on va récupérer la ville, on va sauter cette association. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Ce genre d'associations qui sont utilisées par les municipalités pour instrumentaliser la population, franchement, ça, il faut se l'interdire. On doit dissocier les associations et les partis politiques. Ou les mouvements politiques. Ça n'a rien à voir. Il faut les dissocier. Donc, on avait une grosse lutte qu'on devait commencer à partir du 15 septembre, 15 juillet. Franchement, je vais profiter de mes enfants. Je vais profiter de ma vie. Je vais profiter de ma famille. Je vais développer le commerce individuel que j'ai créé quand même, qui s'appelle Révolution Vitrage, dans l'automobile, afin de subvenir à mes besoins, car je me suis juré à vie de plus jamais travailler pour les institutions françaises. Du moins, de travailler pour le système capitaliste. Et vous verrez que moi, Adama Traoré, jusqu'à ma mort, je ne travaillerai jamais pour le système capitaliste. Vous verrez par vous-même. J'ai qu'une parole. Ceux qui me connaissent, ils savent tout ce que je dis, je le fais. Car à un moment donné, lorsqu'on fait une révolution, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. J'ai perdu tous mes privilèges. Même prendre mes enfants, les ramener au McDo, je ne peux plus. Mais j'assume. Car j'ai décidé de donner ma vie à la population. Je m'embrouille avec tous mes amis proches par rapport à ça. Qui me disent, Adama, lâche le bénéf. Les personnes sont sur Facebook, ils like, ils partagent, ils mettent des messages. Mais quand tu fais ton galère, tu vas être tout seul. Ma famille proche me disent, Adama, t'es en train de péter les plombs, lâche le bénéf. Car ces personnes-là que t'accompagnes sont ingrats, blablabla, blablabla, blablabla. Tous les jours au quotidien, j'ai des personnes qui me pointent du doigt disant comme quoi, Adama, ce que t'as dit c'est pas bien, comment t'as fait c'est pas bien, la forme c'est pas bien, blablabla, blablabla. Et bien ces personnes-là, je les invite de faire des vidéos tous les jours sur Facebook et se faire insulter par des personnes que tu connais pas. Je vous invite à faire ça. Vous allez voir par vous-même. Au bout de la, je crois, la 5e vidéo, vous allez péter les plombs, vous allez traiter tout le monde. Jusqu'après, du contraire, je l'ai pas fait. Je t'ai fait quiconque de dire que j'ai traité des gens sur les réseaux sociaux par rapport à des critiques ou quoi que ce soit. Car ceux qui me connaissent, ils savent que je suis imperméable aux critiques. Car je fais pas ça pour être aimé. Je fais pas la révolution pour qu'on m'aime. Mais je n'ai strictement rien à cirer quand même, la vérité. Moi, je fais ça juste pour essayer de vous proposer un nouveau système, un système parallèle, où l'humain doit être entouré de justice. Où le nerf de la guerre doit être la morale publique, et non l'argent. Mais là, je suis dans un système où l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ça commence à me rattraper. Dans ma vie au quotidien, dans ma vie avec ma femme et mes enfants, dans ma vie avec ma famille. Car j'ai perdu beaucoup de privilèges en faisant la lutte. En 1 an et demi, j'ai perdu énormément de privilèges. Il y a même des privilèges que j'ai perdus. Là, je fais des vidéos, je dis à des gens, ils entendent qu'Adama, il a plus d'argent. J'étais tellement blindé que les gens, ils disent non, c'est pas possible qu'Adama, il a pas d'argent. C'est pas possible qu'Adama est tombé au ras des pâquerettes. Eh ben, vous savez quoi? Vous savez quoi, les 44 personnes qui regardent en direct? Eh ben, j'ai jamais été aussi riche dans le cœur. J'ai jamais été aussi heureux. J'ai jamais été aussi heureux. Je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai jamais autant détesté l'argent. Et je déteste l'argent. Ces petits outils qu'ils ont créés pour tenir la population. Ils vous donnent de l'argent de la main gauche, ils le récupèrent de la main droite. C'est incroyable. Ils nous donnent de l'argent tous les jours de la main gauche, mais ils le récupèrent de la main droite. Et nous, on est là à se battre pour cette merde. À s'entretuer pour cette merde. À marcher les uns sur les autres pour cette merde. Je déteste l'argent. J'ai horreur de l'argent. Et ça me dégoûte quand je parle d'argent. Mais que voulez-vous que je vous dise? Pour le moment, on s'organise. On espère, en 2020,
avoir un vrai poids politique, afin de créer un système parallèle, de couper toute cette frénésie sur l'argent, essayer de vraiment stopper tout ça, et créer vraiment un système de partage des richesses, de vivre ensemble, de faire ensemble, de vraiment accompagner les personnes dans le besoin, et de rééquilibrer la balance. Car la balance, elle est vraiment déséquilibrée aujourd'hui. Donc voilà, le bilan de 1 an et demi de la révolution est en marche. Voilà, je suis désolé qu'à partir du 2, je serai obligé de me reposer. Obligé, car sinon, j'ai peur, voilà, de plus tenir le coup. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, la révolution est d'utilité publique. Et d'utilité publique, je sais que, même si on prend le système horizontal, voilà, je sais que quand même, je reste le porte-parole du mouvement La Révolution est en marche. J'ai un plus, je donne de la force, c'est une réalité. Voilà, je sais que je peux tenir comme ça, parler 30 minutes, avoir un discours cohérent et pas m'emmêler les pinceaux. Mais voilà, là, cette force-là, c'est les 35 personnes qui regardent en direct, vous me la donnez. Voilà, c'est l'union sera notre force. Ça, je le dis tout le temps. C'est que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Après, il faut dire ce qui est. Par rapport à la révolution est en marche, on a rencontré énormément de personnes qui nous ont donné une force incroyable et qui nous font penser et même donner une certitude que la révolution, elle est juste en marche. Et personne ne pourra l'arrêter. Donc merci de m'avoir écouté aussi longtemps que ça, les 35 personnes. Partagez un maximum. Voilà, demain, c'est le dernier jour vraiment où on va faire une mobilisation entre guillemets, parce que là on va juste donner une lettre. Moi je vais juste donner une lettre, après je vais rentrer chez moi. Et voilà, après à partir du 2, c'est que des jugements et de l'organisation. Et croyez-nous par contre, en septembre, lorsqu'on va revenir, déterminé comme jamais, la France ne sera pas prête. Franchement, je vous le promets, la France ne sera pas prête. Car on a déjà ouvert la brèche, maintenant on va rentrer dans cette brèche. Ciao.